Bienvenue dans cette édition vespérale sur la FM Télévision, une édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir. On va ouvrir ce journal avec la grève décrétée par les chauffeurs de taxi et taxibus en commun pour dénoncer les multiples tracasseries dont ils sont victimes de la part des services routiers. Plus de précisions, c'est avec Ruth Dinanze et Enoch Mafuka. C'était une surprise désagréable pour les Quinois ce matin. Tout le monde qui voulait se déplacer n'a pas pu attraper un moyen de transport. Déjà, dès les petites heures du matin, une marée humaine marchait à pied, fatiguée d'attendre un moyen de transport qui n'arrivait toujours pas. Seuls les bus de la société Transco et les motos étaient visibles. Une situation due à l'appel de 3 jours lancé par une synergie des associations des chauffeurs pour dénoncer des multiples arrestations arbitraires dont ils sont victimes de la part de la police nationale congolaise, mais également des agents commis au contrôle des documents pour le compte du ministère des Transports. La situation a mis la population en difficulté. Pour nous aujourd'hui c'est compliqué. Imaginez-vous, c'est depuis 7 heures que je suis sortie à la maison et là j'arrive pas à trouver un transport pour Victoire. J'ai quitté depuis 7 heures. J'ai pris un transport depuis de la 18e rue jusqu'à la 1er rue. C'était compliqué d'abord de trouver à la 18e rue et là je suis à la 1er et j'arrive pas à trouver un transport. Nous sommes sortis le matin, il n'y a pas de transport. Pas de transport privé. C'est ce qui nous servent. Alors, nous sommes pratiquement désolés parce que on n'a pas si. Le dimanche, nous sommes sortis et revenus normal. Et le lundi, le 5 juin, pas de transport. On a fait des marches à pied. Des marches à pied. Ça dit que non, marche de santé à pied. Revenir à Massina ici à pied, sortir 5 h du matin et revenir ici à 8 h 30, c'est désolant. Signalons que les chauffeurs qui ont tenté de sortir leur véhicule ont été agressés par leurs collègues. Cette grève qui n'est qu'à son premier jour devra en faire 3 au cas où une solution n'est pas trouvée. De son côté, le ministre provincial du Transport a tenté de réunir les associations des chauffeurs, mais en vain. La grève a été déclenchée et la situation a été catastrophique. Écho du Parlement à présent, l'Assemblée nationale a finalement voté la loi sur la répartition des sièges. C'était au cours de la plénière tenue lundi, dirigée par Christophe Mbosso. Les précisions, c'est avec Patrick Ngour. C'est une majorité écrasante qui a voté cette proposition de loi, soit tous les 361 députés nationaux présents au cours de cette plénière qui a connu l'absence des élus de l'opposition qui continuent à remettre en cause le fichier électoral, jugé toujours pas crédible. Il faut dire que ce vote est intervenu après adoption du rapport de la commission PAJ de la Chambre basse du Parlement qui devait apporter un toilettage à ce texte crucial pour les joutes électorales prochaines. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Après avoir bouclé ce dossier à son niveau, l'Assemblée nationale a transmis cette loi à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Et poursuite du débat autour du projet de loi portant répartition des sièges à l'Assemblée nationale, malgré le refus des élus du FCC de prendre part aux travaux. Le président de cette chambre, Christophe Mbosso, a précisé que l'examen de ce projet ira jusqu'au bout sans entrave. Mbosso Kodiampouanga évoque également quelques règles démocratiques pour justifier les déroulements des travaux sans la participation des députés de l'opposition. On l'écoute au micro des Patringo. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres. S'ils sont partis, ils sont partis. Ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà. Là, ce côté-là, ce problème-là, nous, on n'entre pas dans ce jeu-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça. Dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus sur la composition de la CENI.
Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit quand on voulait mettre en place la CENI. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé, les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Ils sont libres. Et de son côté, la Chambre haute du Parlement a voté 9 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Bien avant cet exercice, l'Argentier national a fourni quelques détails relatifs aux préoccupations des sénateurs pour l'exercice des arriérés de salaire des élus provinciaux. Ruth Dinonzei et Patrick Ngo. Devant les sénateurs, le ministre des Finances a d'abord exposé l'économie générale de ces projets de loi tout en relevant la nécessité du vote de ces 9 accords entre la République démocratique du Congo et ses partenaires économiques. Lesquels accords visent essentiellement à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Avant le vote, le ministre Nicolas Kazadi a tour à tour répondu aux questions soulevées par les honorables sénateurs lors du débat général sur ces projets de loi de ratification. À une question de la sénatrice Francine Mouyumba portant sur l'existence des arriérés de salaire des députés provinciaux, le ministre Nicolas Kazadi a éclairé la lanterne des élus sur le paiement progressif des émoluments des députés provinciaux. Nous n'avons pas au ministère des Finances, au moment où nous parlons, un quelconque paiement, un DTO, qui concerne les assemblées provinciales ou les provinces qui n'a pas été signé. C'est ça la réalité. Pour ce qui est des arriérés passés, depuis le gouvernement Sama Lukonde, nous n'avons pas accumulé un seul arriéré vis-à-vis des assemblées provinciales. Pas un seul. Le dernier arriéré, c'était décembre 2022, qui a été payé au courant de cette année. Nous avons trouvé par contre des arriérés. Le gouvernement Ilunkamba. Nous avons réduit d'environ 5 mois ces arriérés. Nous ne les avons pas complètement terminés. Mais ça, c'est des arriérés que nous avons trouvés. C'est un stock d'arriérés que nous avons trouvé. Mais le gouvernement Sama Lukonde n'a pas accumulé un mois d'arriérés concernant les députés provinciaux. Au cours de la même plénière, 4 autres membres du gouvernement Sama Lukonde, accompagnés par le ministre en charge des relations avec le Parlement, Madame Anne-Marie Karoumé, ont défilé devant l'auguste plénière du Sénat pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Denis Kambaï. La dite question touche quelques secteurs de la vie courante en RDC. Et puis 3 membres du gouvernement Sama Lukonde étaient au Sénat pour répondre chacun dans son domaine à la question orale avec débat leur adressée par les sénateurs Denis Kambaï, Ruth Dinonzei et Enoch Mafuka. Les 3 membres du gouvernement ont chacun dans son secteur éclairé la lanterne des élus en répondant aux questions devant la plénière de la Chambre haute du Parlement. Le ministre d'État aux infrastructures a dans sa réponse réaffirmé la détermination du gouvernement congolais d'œuvrer pour la réhabilitation des routes sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Agriculture a quant à lui rappelé le travail abattu jusqu'à présent par le gouvernement afin de permettre à l'ensemble de la population congolaise en général et aux agriculteurs en particulier d'avoir une bonne production agricole locale. Satisfait dans l'ensemble des réponses fournies par chaque ministre, le sénateur Denis Kambaï, auteur de ces questions, a remercié le bureau du Sénat pour la concrétisation de cet exercice parlementaire. L'exercice s'est bien passé. Le ministre d'État en charge des infrastructures a répondu à toutes nos préoccupations en ce qui concerne la route de Kalambambouji, la route numéro 1 dans ce tronçon compris entre Kamoisha, Kananga et Mbujimaï. Des réponses ont été claires et le ministre en charge de l'agriculture nous a convaincus sur la problématique de projets volontaristes de Lubondaï. Dans le jour qui viennent, il mettra en place une commission d'audit de ce qui s'est passé à Lubondaï et des perspectives d'avenir. Il faut aussi noter que lors de cette séance plénière, le Sénat a ajouté le projet de loi relatif à la répartition des sièges au calendrier de la session ordinaire en cours. L'examen de cette importante matière aura lieu à la prochaine plénière.
Et de son côté, le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou, qui a répondu à une question lui adressée par rapport au léopard d'âme de la République démocratique du Congo, a rassuré que la prise en charge des léopards sera effective dans les prochains jours. On écoute François Kaboulou, Moana Kaboulou, devant les sénateurs. S'agissant des léopards d'âme, tout en regrettant cette élimination qui aurait pu apporter au pays une qualification à la phase finale de l'une de prestigieuses compétitions africaines, notre ministère s'emploie à mettre en place des mécanismes de suivi afin d'éviter que pareilles situations ne se reproduisent. D'ailleurs, l'organisation du championnat de football féminin est à nos jours l'un des critères d'évaluation du football dans les pays membres de la FIFA. La République démocratique du Congo s'organise en conséquence parce qu'il existe une ligue nationale de football dirigée par une dame. Pour votre information, en ce moment, il se déroule à Lubumbashi, chef-lieu de la province de Haut-Katanga, le 14e championnat national version dame, et le gouvernement actuel a pris l'option de soutenir et de promouvoir le football dames. Après ce championnat national, nos filles vont participer au championnat de l'UNIFAC, réservé aux dames au niveau de l'Afrique centrale. Ensuite, les équipes de clubs qualifiés vont participer à la Champions League. Et la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est engagée dans les éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024. Et le premier match se jouera le 8 juillet. La République démocratique du Congo jouera contre le Mozambique. Enfin, sachant que même si le football reste le sport roi, mais notre attention doit s'élargir sur toutes les disciplines sportives au niveau de dames. Autre chose à présent, la guerre au Soudan a endeuillé la République démocratique du Congo. 10 étudiants congolais ont péri dans un bombardement d'une université à Khartoum. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères qui a évoqué la question dans un briefing de presse le lundi a voulu des explications de la part de la chargée des affaires. Je vous propose de suivre Christophe Lutunula. Nous avons demandé aux chargés d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais, parce que vous avez suivi, ce sont des troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire, pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos traditions, aux côtés de leurs membres des familles. Et le gouvernement s'emploie à cela. Par ailleurs, il faut préciser également, parce qu'on peut se demander, mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio. Nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les Congolais habitant le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions. Vous avez vu que, par exemple, que les journalistes sont arrivés ici. Qu'est-ce que je dis? Les joueurs qui étaient avec Florent Ibenge, et je crois que la semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots. Affaire Salomo Kalonda face à la presse le lundi, les renseignements militaires a reproché au conseiller spécial de Moïse Katumbi d'avoir des contacts permanents avec les rebelles du M23 RDF et vouloir renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi pour y installer un Katangé. On écoute à ce sujet le lieutenant-colonel Patrick Ngolongo Lingoli, conseiller juridique de l'état-major des renseignements militaires en République démocratique du Congo. Suivez. Monsieur Salomon Idikaro Nadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine explosée avec les éléments de la police qui
l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDP1 33 30 46 46. Monsieur Salomon Idi Kalondadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force de la République du Congo qui sont armés, dont un major est situé parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idi Kalondadela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idi Kalondadela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idi Kalondadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Frère, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Runiga Jamani, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF. Avec les généraux du RDF. Et la perquisition de biens du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomo Kalonda, n'est pas une infraction, mais ça fait plutôt partie des enquêtes judiciaires. Propos de Dani Chamala, analyste politique, qui l'a dit au micro de Ruth Dinonzei et Alain Goma. L'opposition nous a montré 4 têtes de leaders. Et parmi ces 4, je n'ai pas vu la tête de M. Salomo comme étant leader de l'opposition. Donc, s'il est arrêté, cela ne veut pas dire qu'on a fragilisé l'opposition parce que les 4 leaders de l'opposition sont là, ils continuent à mener les actions sur terrain. Mais son arrestation mettait ça dans le cadre de l'exercice de chaque service de l'État. Donc, le service de la DEMIAC fait ses enquêtes et lorsqu'on va trouver qu'il est innocent, il sera libéré. Et s'il est coupable, il sera transféré à qui de droit pour qu'il puisse être jugé. Donc son arrestation ne vise en rien du fait de l'opposition ou quoi que ce soit. Parce que vous avez vu dans ce pays même certains ministres être interpellés. Le directeur du cabinet du chef de l'État a été arrêté. Il n'était pas de l'opposition. Donc cela ne veut pas dire que les services ne doivent pas fonctionner. Les services de l'État doivent fonctionner et faire effectivement leur travail. Je ne vois pas en quoi la maison de la maman de Salomo peut toucher la vie de Katumbi ou le clan Katumbi. C'est la maison de maman de Salomo. C'est Salomo qui est aux arrêts. Lorsqu'on arrête quelqu'un, il est toujours auditionné. Et c'est sur base de ces auditions-là et de ces réponses que le service qui l'auditionne vont décider de ce qu'il doit faire. La perquisition n'est pas une infraction. C'est un acte qui doit être posé par certains services. Par exemple, le parquet, même la police et tout ça. Alors, lorsque le service de la DEMIAP a décidé de faire des perquisitions, c'est sur base des informations qui sont à leur possession. Moi et vous, nous ne sommes pas là, nous n'avons pas auditionné M. Kalonda. Nous ne pouvons pas aussi condamner la perquisition parce que ce sont des actes qui se posent toujours dans le cadre des enquêtes. Lorsqu'on mène les enquêtes, il y a des actes qui sont décidés et une fois que ces actes sont posés, ça ne viole en rien contre le droit de M. Kalonda. Et le Conseil économique et social a clôturé le week-end dernier les travaux de la session ordinaire d'avril. C'était au siège du Conseil économique et social à la Gombe. Jospin Osonkié et Rabi Fouka. Nous voici en fait arrivés au terme de la session d'avril 2023 et nous allons clôturer dans quelques instants.
Les travaux de la session ordinaire de l'Assemblée consultative au Conseil économique et social qui se sont clôturés le jeudi 1er juin 2023 avaient ouvert ses portes le 1er avril dernier. Le président du Conseil économique et social a saisi l'occasion pour remercier les conseils économiques de la République pour les travaux abattus au cours de la dite session. Jean-Pierre Kiwakana n'est pas allé parler d'eau de la cuillère pour condamner avec la dernière énergie les discours de haine visant à s'aimer les chaos en République démocratique du Congo dans la classe politique congolaise. Cette session, toute budgétaire, a été consacrée aussi à l'examen de plusieurs thématiques liées à la situation préoccupante qui traverse notre pays. Nous faisons face à une conspiration d'ampleur importante dont les exécutants ne sont que des sous-traitants auxquels a été confiée la mission de déstabiliser en profondeur la RDC pour mieux s'accaparer de ses ressources. Face à cet état de choses, tous les acteurs publics congolais doivent faire preuve de courage moral et appeler ensemble à la sagesse et à la retenue, afin de sortir la patrie de la zone trouble et dangereuse au lieu de continuer à jouer pour des raisons inavouées les jeux de la division qui ne profitera qu'aux ennemis de notre pays. Le patron du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a par ailleurs brossé succinctement les travaux réalisés par cette institution de la République au cours de la session échue, dont les travaux autour de la moralisation de la société congolaise pour une meilleure protection de la jeunesse, car les conseils économiques et social s'est dit très préoccupé par la dépravation de mœurs en milieu de jeunes, les travaux autour des enjeux de la mise en place de la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques en RDC, la coopération entre le Conseil économique et social francophone dans le cadre des échanges et renforcement des capacités, les enjeux des fonds verts, la sécurité alimentaire en RDC et l'acquisition d'un satellite de télédétection en République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que la prochaine session est prévue du 1er octobre au 1er décembre prochain. Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, poursuit sans relâche l'opération d'assainissement de cette municipalité dénommée Ngaba Bopeto. Ce samedi, le patron d'Engaba était descendu sur l'avenue Bypass pour une sensibilisation de la population à la salubrité. Plus de précisions dans ce reportage. La rigueur et le suivi des travaux pour pérenniser l'opération d'assainissement dans la commune d'Engaba, c'est la discipline que s'est donné le patron de cette municipalité. Avec un œil grandement ouvert et un temps un peu imposant, Aimé Francis Lolinga a sillonné les différentes avenues de la commune d'Engaba pour que la notion de propreté soit un devoir pour tous. Le problème qui se pose, c'est que souvent, ils payent les pousse-pousseurs qui, eux, gagnent de l'argent facile parce qu'ils prennent ça, ils descendent et jettent dans la rivière. C'est pour ça que l'intervention aujourd'hui, c'était de les bloquer, de les empêcher de remettre dans la rivière. Au-delà d'être simplement un homme de rigueur, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a également parmi ses stratégies caressé au sens du poil à travers les sensibilisations des habitants et usagers de la commune d'Engaba pour les amener au sens des responsabilités quant à cette opération de salubrité qui vise à garantir la santé humaine. Il y aura un réquisitoire qui va être lancé dès la semaine prochaine pour prévenir et les commerçants et les commerçants ambulants pour que l'endroit soit assaini. On ne veut pas montrer l'image désastreuse de la commune pendant la francophonie et même après, parce que ce qu'on aura fait avant, on va le continuer éternellement. Le numéro 1 de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, ne jure que sur la salubrité de sa municipalité. Voilà l'essence de son implication personnelle. Plus rien sur ma table, plus rien donc à vous informer. C'est donc la fin de cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et passez donc un excellent week-end.